Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode. Tout d'abord, avant de lancer cet épisode, je voulais juste vous souhaiter une bonne année, car on n'avait pas forcément eu l'occasion de vous la souhaiter avec le début d'année sans basket. Pourtant, la Bête Elite ce week-end a repris ses droits avec le choc que tout le monde attendait dans cette saison dans le basket français. Paris contre Monaco, c'était à l'Accor Arena, le troisième match de la saison dans cette salle pour le Paris Basketball qui avait délocalisé, donc pas mal de matchs cette année. Et bien, le choc a tenu presque toutes ses promesses, on va dire, sauf que Monaco a globalement dominé cette rencontre. Défaite du Paris Basketball 85-92. Score plutôt flatteur pour Paris, on va y revenir tout au long de cet épisode. Avec moi pour débriefer cette rencontre, il est souvent avec moi depuis quelques semaines maintenant. Bon, ça fait un moment qu'on n'avait pas tourné ensemble, mais je souhaite la bienvenue à Antoine dans ce podcast. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous et tu as raison, excellente année à tous, meilleurs vœux et que cette année vous soit la plus heureuse possible. Qu'elle ne soit la plus heureuse possible et que le Paris Basketball gagne un peu plus de matchs que en tout cas pour l'instant son bilan l'est en 2024, c'est-à-dire 0 victoire et 1 défaite. Antoine, on va démarrer assez rapidement quand même, allez, on perd pas trop de temps. Paris qui s'accroche globalement, on va dire 15 minutes en première mi-temps, qui lâche un petit peu là sur la fin, et puis on a vu Monaco prendre le dessus, et l'impression visuelle que laisse cette rencontre, c'est-à-dire d'une domination très large monégasque, même si à la fin, il y a eu un semblant de croyance que Paris pouvait revenir quand ils sont revenus à moins 5, 81, 86. Il restait 3 minutes. Non, il restait 1 minute. Et puis, derrière, Monaco finit le travail. Mais on a eu cette impression vite fait, en fin de match, que Paris était dans le match. On regarde les stats. On a l'impression que Paris est dans le match. Et pourtant, eh bien, si tu regardes le match, eh ben, t'as pas du tout cette impression-là. T'as l'impression d'un Paris qui était vraiment un cran en dessous de la Roca Team. C'est vrai que c'était le jour et la nuit entre les stats qu'on a sous les yeux et le match qu'on a eu sous les yeux justement. On a vu une équipe parisienne, comme tu l'as dit, bien s'accrocher ouais, la première quinzaine, c'est un premier carton qui se termine en 23-24, donc un point d'avance pour la Roca Team. Et puis petit à petit, 5 premières minutes de ce deuxième carton qui sont encore une lutte au couteau, où Paris prend vraiment de l'avance. Et puis, quand Monaco décide d'accélérer, ou un homme décide d'accélérer pour ses copains en la personne de Mike James, ça devient compliqué. Et au-delà de ça, voilà, on a vu une équipe parisienne, notamment dans le troisième quart-temps, perdre des ballons, laisser beaucoup de rebonds à son adversaire, prendre des tirs compliqués et en laisser des faciles ou des limites plus ouverts à l'adversaire. Ça, c'est totalement c'est pas du tout en corrélation avec le score au final, puisque Paris est quand même, je trouve que ce score-là est quand même très, on utilise le terme de flatteur en off, en dehors de cette émission depuis tout à l'heure, et je trouve que c'est un terme qui est très juste parce que on a vraiment vu un Paris à deux visages au final, ou alors je sais pas comment se traduit ce match. On se demande même parfois comment Paris a pu perdre ce match quand on regarde les stats, mais quand on regarde le jeu, Paris est quand même bien passé à côté de sa rencontre, même si, comme tu l'as dit, il y a eu cette période, ce coup de chaud en fin de rencontre, qui a un petit peu ravivé cette flamme et cet espoir pour les supporters. 12 090 spectateurs, c'est quand même important de le noter. Mais ça a été que très temporaire et éphémère, puisque en fait, encore une fois, en face, Monaco était clairement au-dessus. Donc il y a des regrets à avoir pour Paris, même si au final le score ne reflète pas la rencontre. Et heureusement, on a un peu envie de dire pour le Paris Basketball. C'est bien, t'anticipes mes questions, parce que j'allais te poser la question, est-ce que Paris doit avoir des regrets après cette rencontre? Tu me dis que oui. Pardon. Non, mais c'est très bien, justement. Moi, je rebondis du coup là-dessus. Euh, je pense pas forcément. Ils peuvent avoir des regrets sur la manière dont ils ont géré leur rencontre, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu cette impression que il y avait un monde d'écart sans pour autant qu'il y avait un monde d'écart. C'est-à-dire que Monaco, faisait un match d'attaque, somme toute, banal. Paris arrivait pas à installer son jeu comme il le souhaitait, à courir après le score. Et moi, en fait, là où je pense qu'il y a des regrets, c'est juste que tu peux regretter d'avoir commencé vraiment à jouer et attendre ce coup de feu
que tu as semblé attendre toute la partie, le coup de feu de Nadir Ifi, là, fin de match, parce que c'est dommage en fait que t'attendes que Nadir en fait prenne feu. Nadir, il a 5 sur 15 à 3 points. Il a pris trop de tirs, parce que lui, il a envie d'être ce joueur qui va faire que l'équipe se remette dans le bon sens. Il en est capable. Le problème, c'est que il met pas ses tirs au début. T'attends, tu trouves pas forcément d'autres solutions. Et Nadir le fait, arrive à prendre feu, mettre 2 tirs de suite qui sont cruciaux pour que tu continues à croire à la victoire. Sauf qu'en fait, c'était déjà mort. C'était déjà trop tard. Pour moi, le regret est là. Maintenant, en soi, tu es tombé encore une fois contre la meilleure équipe de France. Euh, une équipe avec un meneur de jeu, tu l'as cité, Mike James, qui a été, sans être à son apogée, il fait un super match, encore une fois. Il a une gestion de l'attaque qui est millimétrée, et pourtant, il donne l'impression de s'en foutre royalement quand il est sur le terrain, et qu'il veut juste kiffer. Il fait des no-look passes, il envoie des alley-oops, il prend des step back à 10 mètres. Sauf qu'en fait, il peut les rentrer, et quand il les rentre, ça te fait mal tout de suite. Et quand tu reviens à -5, c'est lui qui va mettre le coup de poignard avec le 3 points dans le corner. Il y a le match de Mike James, il est pas parfait, mais il est suffisamment fort pour te mettre en fait dans des dispositions trop difficiles pour espérer l'emporter. Moi, ce que je vois surtout, c'est que du coup, quand même, si je reviens un peu sur les deux confrontations qu'on a vues entre Paris et Monaco, moi j'ai vraiment eu l'impression que le match aller, c'était un message que Monaco avait envoyé. Et là, c'est vraiment peut-être aussi la confirmation de se dire, euh, Paris est si proche et si loin à la fois de Monaco. Et là où c'est délicat, c'est que tu pourrais les recroiser, en tout cas si tu passes en quart, enfin, tu passes le quart de finale contre Saint-Quentin, tu pourrais les recroiser en demi-finale de Leaders Cup. Et là, c'est dommage que le tirage te fasse ça. Voilà. Pour moi, il y a tout un tas d'aspects qui font que t'étais pas loin, mais en même temps, tu regardes le match, il n'y avait pas photo. Et c'est ça que j'ai du mal en fait un peu à analyser sur cette rencontre, en me disant, tu regardes un peu toutes les statistiques, t'es pas en dessous, t'es pas au-dessus. Voilà, tu regardes l'évaluation collective de Paris, c'est 96. L'évaluation collective de Monaco, c'est 101. C'est vraiment, il y a très peu d'écart entre les deux. Ça se joue à un panier ou deux, sauf que ça se joue à un panier ou deux. Et quand tu commences à jouer un peu trop tard, à mon sens en tout cas, c'est que tu t'étais pas en fait focus à 100%. T'es peut-être le retour de trêve aussi qui est un peu difficile à gérer. Bref, je me pars un peu dans tous les sens. Antoine, est-ce que tu veux rebondir sur un des aspects ou Oui, oui, il y en a un que je trouve intéressant, c'est que Paris, pourquoi Paris n'a pas su, peut-être au-delà du fait que tu as entièrement raison, il y a un gap monumental entre Monaco et Paris, et même Monaco et le reste du championnat. Et en fait, Paris, c'est un peu une locomotive à vapeur, c'est-à-dire que pour vraiment, se lancer, même contre des équipes comme Monaco et avoir plus de momentum, faut nourrir cette locomotive, donc il faut lui fournir de la matière. Donc la matière, ça va être de l'interception, ça va être du tir à 3 points qui rentre, ça va être, une intensité défensive. Et en fait, et plus ces moments-là vont se répéter, plus la salle va se chauffer aussi. On sait que c'est une équipe qui marche beaucoup là-dedans aussi. L'intensité, elle est globale, c'est-à-dire les supporters et les joueurs. On peut avoir une équipe qui arrive à être en alchimie avec son public quand ce genre de moment arrive à se mettre en place. Sauf que voilà, face à Monaco, ça n'a pas été possible de vraiment de lancer, d'avoir cette accumulation de bons moments, de bonnes séquences en rentrant dans la tête de l'adversaire pour le déstabiliser, comme ça a été le cas à maintes reprises, notamment en début de saison, un petit peu moins récemment. Et puis là, on l'a revu ce soir en fin de match avec Nadir Ifi. Sauf que c'était un peu trop tard, et encore une fois, en face, on a une équipe qui est, sans faire le match de sa vie, sans faire un match d'une prestation exceptionnelle ou all-time, faire un match sérieux, faire un match d'une équipe supérieure, techniquement, collectivement aussi, physiquement aussi. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler sur des aspects un petit peu physiques et des secteurs de jeu, et qui ont vraiment, en fait, Paris s'est retrouvé déstabilisé. Ils se sont limite remis en question eux-mêmes face à une équipe monégasque qui gérait parfaitement la rencontre. Et comme tu l'as dit, Mike James fait pas forcément le match de sa vie. D'ailleurs, en regardant bien, combien de temps il joue? Il joue 30 minutes. La, il fait pas le match de sa vie, mais il fait tout tellement bien dans une équipe qui est tellement rodée, tellement plus supérieure, que
que Paris n'a absolument rien pu faire et n'a hormis ces 5 petites minutes en fin de match où vraiment il y a de l'enflammade totale, parce qu'au début de match, Paris est dans la rencontre aussi. Mais en fait, les 2 équipes se rendent coup pour coup. Il y a une intensité qui, petit à petit, va disparaître sans forcément que Monaco ait à passer vraiment à la vitesse supérieure. C'est donc pour répondre à ta question initiale, oui, Paris peut avoir des regrets, mais comme après chaque défaite, évidemment. Mais quand on voit sur qui ils sont tombés sur le morceau qu'ils ont affronté, ben, on relativise. C'est-à-dire on va pas non plus accepter la défaite. Je pense pas que le coach Isalo soit dans cette mentalité-là, au contraire. Mais il faut aussi se réaliser, voilà, la montagne à laquelle Paris s'est confronté. Et il y a encore du travail. Et c'est pas du tout Paris dans une bonne voie, en bonne voie, pardon. Mais il y a encore du boulot. Et donc il y a des regrets, oui, mais honnêtement, enfin, pas s'attarder sur ce match longtemps, je veux dire, se projeter sur le prochain championnat et évidemment, il y aura de l'Eurocup avant, donc essayer d'aller gagner l'Eurocup pour gagner un petit peu de confiance. Ouais, moi, je voudrais revenir un peu sur des points peut-être plus individuels dans cette rencontre, avant qu'on passe sur le joueur du match dont on voulait parler. Je trouve qu'individuellement, alors je vais lancer un caillou dans la mare, mais il y a une telle différence de qualité d'effectif. C'est-à-dire que j'ai trouvé que il y a eu très peu de joueurs parisiens qui m'ont semblé en tout cas, dans leur vraiment à leur meilleur niveau. Mmh, on va parler de Justin Simon plus tard, il a été très bon. Mikael Antunen m'a visuellement, ça m'a frappé dans le mauvais sens et puis quand je vois ses stats derrière et son plus-minus, je me dis: «Bon, quand même il a été plutôt important». En tout cas, il était bon dans les moments importants puisque du coup, il a plus 16 de plus-minus alors que tu perds -7. Il y a quand même un chemin, assez important. Il faut bah et après tu as des entrées qui sont pas bonnes. Tu as des entrées qui sont pas bonnes en termes de rendement. Enzo Charvin est pas encore prêt, à mon sens, à jouer ce genre de match. Et même s'il fait 4 points, 4,3 rebonds, il fait des erreurs. Il fait des erreurs en défense. Il a un timing au rebond qui est pas encore parfait. Et pourtant, il a tout le matériel physique pour l'être. Heu, j'ai pas trouvé qu'un joueur comme Malcolm avait été spécialement bon, notamment à 3 points. Il a beaucoup vendangé et même si l'équipe a globalement pas été à droite, il fait partie en tout cas il fait 1 sur 7 à 3 points, donc ça m'a un peu surpris et en fait, bon, je vais pas faire du cas par cas, mais quand je vois un peu le niveau global individuel, des Parisiens ce soir et que je compare avec ce que j'ai vu de Monaco, hem quand tu fais rentrer un Enzo Charvin, par exemple, ils vont faire rentrer un Peter Corneli qui, a été très bon quand il est rentré. Moi, j'ai trouvé en tout cas hem, dans Oui, totalement. ouais, mais voilà, d'en bas de proche terrain, en tout cas, c'est l'impression que ça donnait et que alors individuellement, il y a vraiment des différences. Collectivement, c'est encore, au-dessus. Et moi, je voulais avoir un œil, en fait, particulier, sur cette rencontre parce que je voulais voir si Paris avait rechargé les batteries suffisamment pour repartir, pas exactement comme en septembre, mais dans la même, marge d'idées, de pression et de pression défensive surtout et voilà, de pace, d'avoir un jeu rapide, des 2 côtés du terrain, d'être capable de défendre très dur et t'offrir des paniers faciles et j'ai pas retrouvé cette intensité-là. Aussi parce que tu joues face à un groupe qui est élargi, mais en même temps, le groupe élargi de Monaco, il a joué mardi, il a joué jeudi. Donc c'est pas, même pas, non, ils ont joué mercredi et vendredi, je crois. Donc pour moi, il y a des incohérences qui font que t'étais pas prêt, a priori, à jouer ce match et que, bah, tu l'as pris de la mauvaise façon et heu et la défaite elle est plutôt logique quand tu vois le match. Oui, c'est la défaite, elle est plutôt logique. C'est ça, en fait, c'est que tu l'as pas pris avec l'intensité, tu l'as montré, mais tu l'as pas pris peut-être avec l'intensité qu'il fallait. Et en fait, tu permis à une équipe comme Monaco de pas avoir à forcer son jeu pour te battre, de pas les repousser dans leur retranchements. Et on avait l'impression qu'en fait Monaco le savait et c'était d'une fluidité, assez folle, là où Paris, la pace, dont on parle souvent, même on l'a redit en début d'émission,
que Paris proposait qui était absolument folle et on leur demandait contre Dijon, contre Saint-Quentin, contre Le Mans et donc on revoit un petit peu en par parcimonie dans certaines rencontres. Elle est plus là sur l'aspect global et c'est vrai on est encore amené à se demander. C'est vrai que Paris a un calendrier assez chargé. Monaco aussi, tu l'as dit, ils en étaient à leur troisième match, donc on aurait pu tendre à ce que Paris ait un petit avantage physique. Ça s'est pas vu. Ça a été beaucoup plus compliqué qu'on l'imaginait. Et puis si après derrière l'intensité demandée par Thuoma Cisalo n'est pas au rendez-vous, bah en fait c'est impossible en fait face à une équipe comme Monaco. Enfin impossible non. Nancy l'a fait à domicile. Bon là c'est un autre exemple, mais c'est pas impossible, mais c'est, c'est presque impossible en fait face à ce Monaco-là cette saison-là de briller si tu ne peux pas proposer une intensité folle comme Paris nous y est habitué en début de saison. On espère que ça va revenir. J'espère que ça va revenir. Moi, je voulais. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Alors, c'est Clairement, là, on n'est pas loin là en d'être la mode fin du c'est la monde. fin et. C'est loin d'être la fin du monde. Et je vais même dire un truc positif pour un peu finir cette partie-là. C'est de dire, on a dit beaucoup de négatifs. Et Paris ne termine qu'à -7 en ayant un money time serré. J'ai envie de dire, quand même, il faut quand même rester sur ce on va dire, trouver des choses positives. Le positif, c'est que t'as pas été largué alors que tu fais pas un bon match. Bon, bah voilà, pour moi, c'est l'aspect en fait à retenir, globalement, ça va être ça. Si tu prends les choses positivement, tu te dis, bah, t'es vraiment pas loin d'avoir fait un braquage alors que t'es pas à l'endroit dans tes bottes, quoi. C'est juste ça. C'est marrant, excuse-moi, j'ai une autre feuille de stats sous les yeux sur ma gauche, c'est Paris-Lyon, et en fait, t'as le même score que contre Monaco, mais à l'inverse. Enfin, tu gagnes 92-86, ce soir tu perds 85-92, donc t'es vraiment à ta place entre Monaco, Paris-Lyon, et en fait, tu te retrouves dans ces places-là, donc il y a du positif quand même à en tirer, t'es sur la bonne voie. Il y a du positif, et moi je voulais parler d'un truc moins positif, mais qui, pour moi, n'a pas été pareil du tout. Après, chacun a son interprétation du match là-dessus, mais moi j'ai pas trouvé l'arbitrage très impartial, on va dire, du côté du trio arbitral. L'impression que. Alors, ça va aussi avec un peu l'agressivité. Quelle agressivité tu mets dans tes actions, notamment dans tes drives. Mais j'ai vraiment eu l'impression que Monaco, dès que ça drivait, ça avait un lancé. Et quand tu vois le nombre de lancers, la différence, c'est qu'il y a 9 tentatives d'écart, mais il y a quasiment 10 fautes d'écart. Je trouvais vraiment que les arbitres avaient le sifflet assez rapide contre Paris. Rien qui, à mon sens, détermine la fin de ce match, globalement. Je pense que Monaco, quoi qu'il arrive, l'aura remporté, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes qui avaient été données aux Parisiens sur des calls un peu litigieux et que c'était pas forcément non plus dans l'autre sens. Voilà, juste un peu comme ça. Et tu te retrouves après avec des problèmes de fautes. Mikael Antunen qui est milieu de troisième quart-temps, il est à 4 fautes. Tyson Ward qui termine avec 5, mais qui a été longtemps avec 4 aussi dans le quatrième. Sachant qu'en plus, t'as pas Michael Kessens qui était blessé, côté Denis qui avait une gêne, et t'attends toujours le retour de Sébastien Herrera qui devrait revenir dans une dizaine de jours. Tout ça, ça donne pas. T'avais des rotations peut-être un peu fébriles, et si tes rotations sont pas au niveau, bah tu t'arrives pas à suivre. Je te propose, Antoine, qu'on parle du plus positif, même si c'est pas français, de cette rencontre. On voulait parler de Justin Simon, qui ne termine pas avec la meilleure éval. C'est Tyson Ward, justement, qui termine avec 16 d'éval. Mais Justin Simon, 15 d'évaluation. Si je retrouve ses stats, voilà, 6 points, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 15 d'évaluation, plus 12 de plus-minus. Antoine, pourquoi tu voulais parler de Justin Simon? Je me doute quand même de la raison, parce que c'était son meilleur match avec le Maillot Parisien. Parce que voilà, une très très belle, une belle prestation, voilà, tout est relatif. Une belle prestation de Justin Simon, c'est vrai qu'il est arrivé depuis un moment maintenant, mais on a quand même un petit peu, enfin un petit mois, je pense, un petit peu plus peut-être. On a quand même, on en redemande en fait, parce que c'est vrai que dans la rotation de Thiago Moises, c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de minutes, donc les minutes sont chères. Et il s'est un peu fondu dans la masse où il a eu du mal un petit peu à montrer ce qu'il savait faire. Et là, ce soir, on a vu vraiment un joueur qui physiquement était vraiment présent. En termes d'intensité, il se bagarrait. Tu as cité ses stats, donc il a 11 rebonds. Même si Paris a remporté cette bataille du rebond en fin de match, alors statistiquement 44
contre 37, ça a pas toujours été évident dans ce secteur-là et même quand c'était pas évident justement, il savait s'imposer. Il prend 4 rebonds offensifs, donc c'est un joueur qui a vraiment compté ce soir dans ces 22 minutes. Pas forcément au scoring, mais par sa présence, qu'elle soit physique, dans sa dissuasion, dans sa capacité à remonter le ballon par certains moments, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Cette capacité à son jeu sans ballon, à poser des écrans, à aller soutenir ses coéquipiers et à s'imposer dans une bataille qui était très compliquée pour Paris, notamment à l'intérieur, en termes de taille, en termes de fautes, tu l'as dit, de prestations de ses coéquipiers. On a vu une prestation d'un vrai bon soldat qu'on attend en sortie de banc du côté de Paris. Je pense que ça a l'air d'être. Enfin, si ce profil-là venait à continuer pour Justin Simon, ben on en redemande. On lui demande pas forcément des points, mais quand on voit son impact global sur la rencontre, c'est positif. On a même pu voir il avait la capacité de trouver ses coéquipiers dans des passes qui étaient parfois assez spectaculaires. Il en fait deux et c'est pas les moins spectaculaires. Il y a même des passes qui deviennent des tirs ratés derrière de ses coéquipiers, ça arrive. Mais voilà, il a une vision de jeu intéressante en plus de sa mentalité un peu de battant dans cette rencontre-là. Ça va faire un bien fou à Paris dans certaines séquences d'avoir ce genre de bonhomme qui puisse porter un petit peu Paris et répondre à une équipe monégasque qui prenait de plus en plus de volume, beaucoup plus de place face à Paris. Donc Justin Simon avec plaisir parce que ça fait plaisir de parler de joueurs un petit peu différents, voilà, de mentions honorables, on va dire, mais plus qu'honorables pour cette rencontre-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que quand tu parles de passe spectaculaire, t'as celle en tête pour Nadir dans le corner en première mi-temps Oui, là, où bah, moi je filmais, j'ai pas vu passer le ballon, je savais pas où elle était, j'étais perdu, j'ai pas pu bien filmer l'action tellement j'ai pas compris ce qui s'était passé et tellement j'étais même plutôt surpris qu'il avait ça en bagage. Mais il fait un bon match. C'est vrai que dans l'agressivité, il était dans ce que moi j'attendais de cette rencontre. Et même il a été capable sur des missions supplémentaires, type remonter le ballon quand Monaco vient trapper sur le meneur à la remise en jeu. Bon, il le faisait pas non plus, c'est pas très très beau. On voit que c'est pas son rôle, mais il l'a fait de manière honorable. Et puis il a mis l'énergie qu'il fallait. Tu l'as dit, il a été très fort au rebond, mais des deux côtés du terrain. C'est ça qui a été, je trouve, son impact le plus fort dans cette rencontre. Et, et je sais que là, on en parlait en off avant le podcast, là, mais pour moi, en fait, c'est là ce qu'on a vu de cette version-là de Justin Simon, c'est la version que tu devrais avoir, en fait, si tu l'avais depuis le début de la saison, qu'il avait fait la prépa avec l'équipe, qu'il était physiquement prêt quand il arrivait, etc. Je pense que c'est ça qui change en fait par rapport à son intégration dans une équipe quand il arrive en piste médicale, un peu au pied levé comme ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'est largement son meilleur match sous le maillot parisien et qu'il fallait féliciter ça parce que bah, il a été l'une des pièces qui a permis à Paris d'y croire encore jusque tard dans la rencontre. Antoine, est-ce que tu as un dernier point sur lequel tu voulais revenir ou n'importe, pas forcément sur un joueur, collectivement, n'importe, dis-moi. non, non, c'est vrai qu'on s'appro c'est juste c'est agréable de jouer à Bercy, ça fait quand même un petit pincement au cœur parce qu'on s'approche de la fin de Carpentier et des débuts de la nouvelle salle donc l'aventure continue. On a une belle année 2024 devant nous, on sera amené à en reparler donc voilà, c'est tout pour moi. T'as raison de me faire parler de Bercy parce qu'effectivement, ça a l'air de tout comme ça, mais pour nous, c'est limite devenu banal. C'est le septième Bercy du Paris Basketball depuis sa création. Donc pour nous, c'est un événement non événement, mais c'est quand même un événement ce match parce que c'était le record d'affluence du Paris Basketball et donc de 12 090 personnes, si je dis pas de bêtises. Et Tu ne dis pas de bêtises. oui, et puis j'avais plutôt l'impression en voyant l'état de la salle que c'était 12 000 personnes, vraies personnes, parce que sans trahir de secret, bon, Paris n'avait pas fait 11 000 à Roland-Garros l'année dernière. 11 000 personnes, en tout cas, n'étaient pas dans la salle. Donc là, vraiment, c'était super cool de voir la salle pleine comme ça, qui a, bon, comme souvent, même à Carpentier, c'est un peu pareil, mais qui s'est vraiment pris pour la cause parisienne, surtout en fin de match dans le Money Time, où il y avait une plutôt très belle ambiance. Une petite Sinon, bah, chose, t'en parlais.
Sinon, il y a que le Aussi, vas-y. oh pardon, vas-y. Non, non, sinon, il y avait j'allais dire qu'il y avait que le COP Parisis qui faisait un peu de bruit tout le match, mais sinon, voilà, il y avait cette fin de match, avec face à Monaco dans les réceptions, donc il y avait eu Bercy, Roland-Garros et Bercy. À chaque fois, les 3 fins de match ont été serrées et donc c'était c'est plutôt sympa de voir comment des futurs fans peut-être, découvrent le club avec ce genre de match. Non, puis c'est vrai et puis, on va amener peut-être sur les photos que tu publieras peut-être bientôt ou qui seront publiées, très, très belle mise en scène, vraiment, lumineuse. Tu en parlais justement. C'était, un régal pour les yeux, vraiment. Non, ils ont un super travail et puis voilà, dernier mot, avant de nous quitter, on va parler, peut-être un peu des espoirs. On n'a pas le temps on n'a pas eu le temps de faire une émission, ce qui était malheureusement prévu, là pendant la pause, mais on va essayer d'en faire une assez rapidement sur, bah, la saison des espoirs qui se tient vraiment bien mieux que la saison précédente. Hem, Ils n'ont pas joué ce week-end, le match a été décalé à lundi après-midi, donc si vous avez fait un lundi après-midi, vous pouvez aller voir à Carpentier les espoirs qui vont jouer contre Monaco. Après, sinon, si vous avez regardé le match et que vous étiez dans la salle, vous les avez vus défiler très bien habillés à la mi-temps de la rencontre. Mais sinon, voilà, si vous voulez regarder du basket avec les espoirs, il faudra attendre lundi après-midi pour défier Monaco, qui fait une très très bonne saison d'espoir, qui est deuxième, je crois, de mémoire, donc un gros choc pour Paris. Nous, on va se retrouver, pas tout de suite. Et oui, les podcasts vont un peu s'espacer là sur le mois de janvier. Le prochain podcast, ça va être pour le déplacement à Strasbourg, le 27 janvier. Entre-temps, bah, il y a des matchs d'Eurocup, hein. Il va y avoir le déplacement à Tel Aviv, très important cette semaine, le déplacement à Tel Aviv, parce que bah, tu peux quasiment assurer ta place dans le top 1 de ta poule avec une victoire là-bas et qui sera crucial pour après la suite de la compétition, pour t'éviter des problèmes, pour avoir des déplacements. Parce que si tu es premier de toute l'Eurocup, tu reçois toutes les playoffs, finale inclus. Donc là, c'est vraiment important d'aller gagner le maximum de matchs en saison régulière. Antoine, si tu n'as pas de dernier mot, on va pouvoir gentiment filer vers la fin de ce podcast. Je n'ai plus de dernier mot. Eh bien, tu n'as plus de dernier mot. On finit tranquillement. Podcast un peu plus long que d'habitude, mais en même temps, match événement. On s'est permis de faire un peu plus long. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. @ParisB_on-air pour Twitter. @ParisB_on-air pour Instagram. Et puis, bah voilà, on reviendra, j'espère, rapidement avec un podcast soit sur la saison au global, soit même sur les espoirs, comme je disais. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!